Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur Top Gun Maverick, la suite de Top Gun, sortie en 86 et réalisée par Tony Scott. Cette fois-ci le film est signé Joseph Kosinski, à qui l'on doit notamment Oblivion. Le film est présenté hors compétition à Cannes, bien sûr vous l'avez vu, avec notamment cet hommage à Tom Cruise avec la patrouille de France comme ça qui a volé. C'est absolument magnifique, avec ce bleu, blanc, rouge comme ça dans le ciel. Tom Cruise qui a d'ailleurs reçu une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, c'était l'occasion. Donc voilà une grosse hype cette année autour de ce Top Gun blockbuster de l'année 2022, clairement. Et il y aura également au programme Les Crimes du futur, le nouveau film de David Cronenberg, ce cinéaste canadien, à qui l'on doit le gros succès La Mouche avec Jeff Goldblum, et également d'autres films comme Crash, Vidéodrome, ou encore Dangerous Method. Et je commence tout de suite avec Top Gun Maverick, le blockbuster donc de cette année 2022. Donc tant attendu. Alors moi c'est vrai que j'avais un petit peu peur à la base du projet, on remonte quelques années en arrière, on se souvient, on nous parlait déjà que Tom Cruise souhaitait mettre en chantier un nouveau Top Gun. J'étais pas très chaud, je me disais vraiment le film d'origine, moi j'étais pas vraiment fan, et pourtant j'ai beau être fan de Tom Cruise et j'étais pas si hypé que ça à l'époque sur Top Gun, quoi. Je trouvais que c'était un peu... l'intrigue militaire était un peu brouillonne, on comprenait pas trop en fait, et puis l'action était un peu illisible, et puis on se demandait vraiment qui étaient les ennemis, en fait, c'était un petit peu là, juste pour faire la guerre, Alors je sais qu'au début on les entraînait, et puis après ils partaient en mission, ils devaient dézinguer 2-3 MiG, et puis rentrer à la base, et puis c'était un peu fini, quoi. C'était un peu ça l'intrigue, en fait, de Top Gun. Le reste, c'était vraiment une romance avec l'instructeur, donc joué par Kelly McGillis. Donc voilà, c'était vraiment très à l'eau de rose à cette époque. On misait beaucoup sur la BO, c'était quasi clipesque en fait. On est passé entre scène d'amour numéro 1 et scène de vol sur fond vert numéro 2, etc. Et c'était un petit peu comme le film alternait en fait des séquences comme ça, quoi. Alors évidemment, c'était un produit très pop, etc. En plus, voilà, c'était... à l'époque où Tom Cruise était très jeune, Val Kilmer aussi, donc c'était tous ces beaux gosses en fait qui étaient mis en avant, avec le corps huilé dans les parties de volet endiablées aussi, donc voilà, toutes ces choses-là en fait qui étaient certes très jolies à voir, mais c'était pas... Je trouve que voilà, c'était pas un film très folichon en vrai, on va le dire, au niveau scénaristique, quoi. D'ailleurs, j'ai toujours été plutôt fan de Jour de tonnerre. Je sais pas si vous le connaissez, c'est bizarre, j'ai l'impression que personne n'en parle de ce film, alors que pour moi, c'est vraiment... c'est Top Gun en mieux, mais sauf que ça n'a rien à voir, parce que c'est pas des avions, mais du coup, c'est des voitures des courses de stock car. Et en fait, au lieu d'être dans les airs, vous êtes sur la route, quoi, en gros, vous êtes sur un circuit. Et donc, c'était un peu Top Gun, mais version voiture, quoi, en gros. Et c'était 4 ans après, donc en 90, toujours réalisé par Tony Scott et produit par Jerry Bruckheimer. Et d'après une idée de Tom Cruise, si je ne m'abuse, donc on sent que Tom Cruise, déjà à l'époque, 4 ans après Top Gun, voulait retrouver un petit peu cette ambiance Top Gun, mais cette fois-ci à bord d'une voiture, sachant qu'il y avait un projet avorté, évidemment, d'une suite de Top Gun déjà à l'époque. Mais je trouve que du coup, c'est une chose, c'est une très bonne chose, puisqu'aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, donc je sais plus, on est 30-40 ans après, entre les deux, je sais pas, par là, de voir ce nouveau Top Gun, on sent qu'en fait, ce qui est intéressant, déjà en voyant le film, mais déjà avec toutes les interviews qu'on peut voir de Tom Cruise actuellement, tout ça, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on sent qu'il ne le vend pas uniquement en fait comme une suite tant attendue, etc. Parce que tout le monde n'attendait pas vraiment cette suite. En revanche, de redonner une chance au concept d'origine et au projet Top Gun de l'époque, et de lui redonner une chance pour le rehausser, le remettre au goût du jour avec un degré de réalisme en fait nettement plus fort, ça oui, ça pouvait être intéressant. C'est-à-dire, non pas que ce soit un remake, parce qu'évidemment, les événements qui sont relatés dans ce nouveau Top Gun donc, sont la suite directe. Enfin, la suite directe, oui, mais avec quelques années d'écart. Mais on sent qu'en termes d'intention cinématographique, le projet en lui-même, c'était vraiment de refaire un Top Gun, mais cette fois-ci avec tout ce qu'il faut pour mener à bien le projet, que ça ressemble le plus possible à une grande œuvre, un grand produit de divertissement de qualité, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était vraiment
Enfin, c'était un peu superficiel, quoi. C'est dommage. Ouais, c'était très superficiel, quoi. C'est-à-dire vraiment, on fouillait pas trop les persos, tout était poussif, l'émotion, un coup de musique emblématique, et puis c'était fini, quoi. Voilà, on vous sortait évidemment toute cette BO culte hein, qui était extraordinaire de rock, hein, Harold Faltermeyer, qui avait été récompensé aussi. Et la musique avait été récompensée aux Oscars, c'était le seul Oscar de l'époque. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'il en fait un grand film voilà, de combat aérien, grand film d'action aérien comme ça, avec une intrigue militaire bien plus poussée, hein, puisque là, on est vraiment sur l'équipe des Missions Impossibles actuelles. Donc on voit qu'il y a vraiment une recherche en fait pour que la mission soit crédible, qu'on puisse lire l'action, parce que c'était illisible à l'époque, souvenez-vous. Enfin, les pilotes étaient là comme ça, à tourner constamment dans leur cockpit, et vous êtes là en tant que spectateur, vous passez de ça à une scène aérienne avec un avion, vous savez pas si c'est Maverick, vous savez pas si c'est Goose, vous savez pas qui, en fait, est en train de piloter quoi, à quel moment il y a l'ennemi, enfin, c'était illisible, quoi. C'est-à-dire que, en termes de suspense, on était infoutu de savoir, en tant que spectateur, quand est-ce que ça allait s'arrêter, c'est-à-dire à quel moment ils avaient gagné, à quel moment ils avaient perdu. J'exagère à peine, hein, l'action était très peu lisible. Je pense que c'était compliqué à l'époque, vraiment, un tel projet, et qu'aujourd'hui, vraiment, effectivement, je pense que Tom Cruise a entièrement raison. Lui qui, justement, s'est toujours intéressé, en fait, aux différents métiers du cinéma. On sent qu'il était intéressé par les mises en scène aussi. C'est-à-dire qu'il impose quand même beaucoup de choses, enfin il travaille en étroite collaboration quand même en tant que producteur, mais avec les cinéastes, il a toujours fait ça depuis son premier film produit, hein, Mission Impossible avec Brian De Palma, il a toujours été très proche en fait des cinéastes pour comprendre, composer avec eux, enfin c'est presque, voilà, à chaque fois c'est des binômes finalement hein, sur les tournages. Donc voilà, il a toujours été très curieux en tant qu'acteur quand il a commencé, hein, souvenez-vous. C'était dans Taps, voilà. Il avait commencé comme ça, il n'avait aucune expérience du cinéma, et puis au fil de sa carrière, il s'est toujours intéressé effectivement à son jeu, hein, il s'est concentré sur son jeu, mais il s'est toujours intéressé à comment étaient fabriqués les films, et aujourd'hui c'est pour ça que ça en fait un producteur solide. Alors évidemment, ce sont des purs films de divertissement. Attention, évidemment, c'est très bien, je précise, mais je pense que, voilà, c'est quand même, vous voyez, la saga Mission Impossible, hein, voilà, on a deux nouveaux films qui vont sortir, hein. Donc il y a déjà la bande-annonce du 7e. Mais voilà, donc cette équipe Skydance, en fait, avec Christopher McQuarrie aussi, qui était sur le premier Jack Reacher, tout ça, toute cette nouvelle équipe, en fait, cette dynamique autour eh bien, de Tom Cruise et puis de ses envies, en fait, hein, de ses envies de producteur, eh bien, ça fait une troupe assez sympa parce que, en fait, ce qui est assez noble, je trouve, dans leur démarche, c'est de faire des blockbusters de qualité grand public, un peu à l'ancienne, mais en évitant, eh bien, les scories du passé où, voilà, où c'était un petit peu niais, tout ce qui était un peu niais, tout ça, on supprime tout ce qui était trop à l'eau de rose et voilà, pas forcément très intéressant, on le supprime et on essaye de vraiment de fouiller les personnages, de fouiller un tout petit peu plus les dialogues, et également de faire en sorte que ce qui était gratuit à l'époque ait du sens aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple, même là, le jeu de ballon avec les pilotes torse-poil très musclés, huilés, etc., eh bien, c'est présent, mais ça rentre dans le cadre, on vous fait comprendre que Maverick fait ça pour créer un team building, une cohésion en fait dans l'équipe, comme il y a dans les entreprises quand il y a évidemment des événements extérieurs comme ça pour souder des équipes sur des team building. Donc voilà, ça a du sens. Il arrive en fait à donner du sens à tout ce qui avait l'air gratuit à l'époque. Et c'est ça, c'est très très fort. C'est pour ça que pour moi, j'ai pas peur de le dire, mais je trouve que ce projet, malgré la nostalgie, parce qu'effectivement, on sait très bien que la nostalgie malmène un petit peu certains films, certains blockbusters actuels, hein. Souvenez-vous de ma critique de Matrix Resurrections, hein, qui était catastrophique ce film, mais vraiment, enfin, on peut pas faire pire, on peut pas tomber dans, enfin, vraiment, Lana Wachowski est tombée dans tous les pièges du film nostalgique, du trip nostalgique. Elle est tombée dans tous les pièges. C'est-à-dire que, en dehors de la nostalgie, il n'y a pas de nouveau film. Vraiment. Parce que c'est pas assez solide, parce que l'intrigue n'est pas assez solide. Les personnages, les nouveaux personnages sont pas assez travaillés, le nouvel univers n'est pas assez à travailler.
Donc voilà, ça a été feignant, même en termes de réa, tout était feignant. Et là, quand je vois la différence avec un Tom Cruise qui va chercher Joseph Kosinski et Christopher McQuarrie, Skydance, Jerry Bruckheimer de l'époque, parce qu'il en a besoin quand même de savoir un peu comment c'était fait à l'époque et de mélanger l'ancien et le nouveau, mais que tout ça, en fait, soit en symbiose pour proposer un pur produit de divertissement de bonne qualité, mais écoutez, c'est formidable. Pourquoi? Parce que il y a une exigence, au même titre que Steven Spielberg sur son remake de West Side Story. Je n'ai pas peur de le dire, il y a la même exigence, c'est-à-dire que vous touchez à un film culte, mais vous le rendez beaucoup plus solide en termes de cinématographie. Je n'ai pas peur de le dire. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est finalement c'est super positif, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on est capable de rehausser le cinéma, on peut le mettre à un autre niveau. On a tendance à dire, moi-même le premier, hein, voilà. Parfois je suis un petit peu navré de constater un petit peu une baisse de qualité au cinéma, etc. Parce qu'il n'y a pas assez de propositions. En fait, il n'y a pas assez d'offres. Vous voyez, des Top Gun Maverick, il devrait y en avoir plus. Voilà, je veux dire, en fait, pour combler le truc, on est toujours dans le fantastique avec les Marvel, les super-héros. Pour combler ça, il faudrait une offre réaliste, avec plus d'histoire, un petit peu avec les pieds sur terre. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a plus de blockbusters comme ça sur des événements réalistes. Et c'est dommage, parce que ça pourrait varier. On est uniquement dans le fantastique aujourd'hui, c'est pour ça que ça donne une bouffée d'oxygène. Déjà parce que vous avez autant d'émotions que sur un Star Wars. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe, c'est réel. Vous avez des avions qui s'affrontent, c'est réel. Les acteurs sont montés, ils ont été préparés pendant 3 ans dans des conditions extrêmes. Ils ont retenu leur souffle sous l'eau, etc. pour se mettre dans des conditions aussi où il manquait d'oxygène. Il y a une préparation physique de dingue parce que Tom Cruise voulait qu'ils comprennent et que même les acteurs puissent piloter la caméra dans les cockpits pour pouvoir eux aussi être maîtres de leur image dans les cockpits. Il y a un travail de fou. Il y a un travail de fou et surtout, je dis, scénaristique parce qu'au-delà des séquences d'action formidables, l'intrigue militaire avec tout ce côté Mission Impossible depuis Protocole Fantôme ou Rogue Nation, avec cette exigence sur l'explication, avec la modélisation 3D des missions, et expliquée par Tom Cruise comme ça, qui donne cette dynamique Mission Impossible, est intéressante parce que ça crédibilise la mission. Parce qu'à l'époque, la mission dans Top Gun, on s'en fiche, quoi. À la limite, on ne sait pas qui gagne ou pas. De toute façon, l'action était lisible. Là, vous savez quel avion, quel pilote est en train de faire quoi, etc. C'est très lisible. Vous arrivez, d'ailleurs, ça permet de s'attacher beaucoup plus aux personnages parce que vous comprenez ce qu'ils font dans les airs, parce qu'on ne comprenait rien à l'époque. C'était trop cheap, en fait. Là, c'est très très clair. Il y a vraiment une prouesse pour pouvoir faire un film sur des pilotes, de suivre l'action. Il y a même, à un moment donné, je n'en dis pas plus, mais il y aura même une séquence incroyable, sans la dévoiler bien sûr, hein, mais au sol, hein. À un moment donné, c'est incroyable de se dire que voilà, on va même repousser les limites, on va tout miser sur des combats aériens incroyables, mais on va essayer aussi de pimenter un peu le truc avec un truc au sol, mais je n'en dis pas plus. Voilà, le but c'est pas de spoiler, c'est de dire vraiment qu'on est passé à un autre niveau. Et ouais, et j'avais un peu peur, hein. Attention, hein. Je vais quand même préciser, je voudrais pas non plus encenser le film comme ça. Voilà, je veux pas être trop fort non plus sur mon enthousiasme, parce que au début quand même, il faut passer un cap. Il y a une séquence dans un bar, vous allez voir, avec Jennifer Connelly, parce que voilà, donc c'est la nouvelle, on va dire, voilà, actrice, enfin un personnage féminin fort, hein, donc cette Penny, qu'il retrouve des années après. Elle était absente du premier film, mais on nous explique qu'avant, il l'avait rencontré. Enfin bon, bref, c'est un personnage qu'on découvre, en fait, à nous, en tant que spectateurs. Et en fait, ça dure vraiment... Enfin, je trouve que la scène était beaucoup trop longue dans le bar au début. Le but, c'est de vous montrer tous les personnages, tout ça. Et je me suis dit, oh là là, dans quoi il s'embarque, là? Et en fait, finalement, très vite, on sort de ça. Et puis, la mission commence, l'instruction, voilà, avec un Tom Cruise toujours aussi casse-cou et qui fait péter les plombs de sa hiérarchie, ce qui était quand même drôle à l'époque, hein. Ça a été gardé. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on garde les traits de caractère quand même des personnages, mais on leur donne du relief, on leur donne de l'importance et on leur donne un enjeu, en fait, vraiment, hein. Ce film, vraiment, ce scénario, il y a vraiment un enjeu très fort dans les séquences. Donc là, l'action, l'attention, le suspense peut jaillir. Voilà. Et déjà parce que aussi vous arrêtez... Voilà, on arrête de balancer la BO toutes les 2 secondes
pour donner, comment dirais-je, oui, pour renforcer des séquences qui étaient trop peu pensées, mal menées, mal amenées même. Et là, en fait, on a beaucoup moins recours à la BO toutes les 2 secondes. Il y a des séquences, on est dans la mission, les avions sont en mission, on arrête la musique. Et c'est ça qui est très fort. C'est que c'est déjà suffisamment fort pour qu'on n'ait pas besoin de tout le temps vous faire un clip vidéo, vous voyez, à la MTV, quoi. En gros, c'était ça à l'époque. Là, non, on n'a pas besoin. Donc, ouais, c'est vraiment prenant. C'est très réussi. Et je dois dire que, ouais, ça fait plaisir quand même, parce que c'est pas, évidemment, ce ne sont pas des grands films autorisants, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas là-dedans, on n'est pas sur des petits films indépendants, évidemment. Donc on est sur une diégèse, comment dirais-je, une manière, un récit en fait, un mode de narration qui est compris par tous, par le commun des mortels. Donc évidemment, c'est beaucoup moins cérébral, il n'y a rien de cérébral même, bien sûr, dans cette histoire. Il faut poser son cerveau. Mais c'est un pur produit de divertissement qui est bien fait. On a perdu cette époque. Jerry Bruckheimer a beaucoup apporté dans les années 80-90. Évidemment, aujourd'hui c'est très kitsch, hein, les Michael Bay, les Armageddon, tout ça, c'est ce qu'ils produisaient à l'époque. Après, évidemment, il y a eu les Pirates des Caraïbes qui a donné un second souffle. Mais là, je trouve que vraiment, voilà, ça me rappelle vraiment le travail qui a été fait sur West Side Story. Je vous dis, c'est incroyable, c'est relever, en fait, un concept de base qui était bien, qui était intéressant, et de vraiment le rehausser cinématographiquement. Donc, ouais, c'est en cela que c'est réussi. Vous connaissez ma devise, prenez les films pour ce qu'ils sont. Bah, je le prends pour, eh bien, un nouveau Top Gun version 2022. Certes, c'est une suite, mais c'est surtout un nouveau film, parce qu'en termes de cinématographie, vous n'êtes pas sur la même proposition. Vous n'êtes pas du tout sur la même proposition. Voilà, donc c'est ça qui est très fort. C'est de le moderniser, mais avec du réel, avec de la prise de risque quand même sur ces séquences qui ont dû nécessiter en plus, je sais pas, mais pour avoir ce réalisme-là, c'est incroyable. Voilà. Donc après, évidemment, vous allez quand même avoir ces petits côtés un peu kitsch. Il y a des moments avec Jennifer Connelly qui vont rappeler un petit peu la romance avec Kelly McGillis, mais ça n'a rien à voir, vous n'êtes pas dans des scènes d'amour à rallonge, ça dure très peu de temps, il y a un petit peu d'humour bien placé, vous verrez, pour justement éviter de tomber dans le truc trop romancé, érotique, etc. Hein, presque, c'est le côté presque érotique aussi avec cette romance avec Kelly McGillis. Voilà, on évite un peu ça, et je trouve que c'est plus intéressant. Voilà, c'est plus intéressant. Donc voilà, le personnage féminin, en fait, est... Ouais, ouais, est moins caricatural. Voilà, je trouve qu'il est moins caricatural. Je sais qu'il y en a plein qui vont trouver que voilà, il y a beaucoup de clichés dans ce film. Bien sûr que ça joue sur des clichés, évidemment. C'est l'Amérique toute puissante. Souvenez-vous, dans les années 80-90, Jerry Bruckheimer, ses productions, c'est ça, c'est valoriser l'Amérique, valoriser leur puissance militaire. Évidemment que ça a créé même ça a donné des... voilà, ça crée des vocations chez les gens, évidemment, bien sûr. C'est un peu rejoigner l'armée, voilà, l'aéronaval, même si on ne dit pas aéronaval, c'est aéronautique, je ne sais plus comment on dit exactement, voilà, dans le jargon, aéronautique navale, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, dans la marine et les porte-avions, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Donc, oui, bien sûr, c'est l'Amérique toute puissante, voilà, avec sa force, etc., un grand coup de drapeau américain, évidemment, évidemment, mais c'est pour ça, je vous dis que c'est intéressant. C'est qu'on déterre, en fait, un vieux concept, vieux comme, voilà, le vieux Hollywood, quoi, populaire, mais vraiment, on évite des écueils, on fait attention avec notre époque, les mœurs d'aujourd'hui, je sais pas, enfin, voilà, le côté social d'aujourd'hui, et je trouve que ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. Il y a d'autres films comme ça aussi qui étaient populaires. Vous voyez le Halloween de David Gordon Green, par exemple. Vous voyez, c'était comment faire un film de série B, mais qui était très fort, parce qu'il y a quand même John Carpenter, souvenez-vous, voilà. Et comment faire pour en faire une version 2018 qui aurait aussi quelque chose à dire, un Halloween d'aujourd'hui, à quoi il ressemblerait? Eh bien, il ressemblerait à ça, quoi. Voilà.
Et c'est là qu'il y a vraiment, ils se sont creusé la tête, quoi. Ils se sont creusé la tête. Alors je dis pas pour les suites après, Halloween Kills, etc. Bien sûr, et le prochain Ends, bien sûr. Mais en tout cas, sur ce, voilà, si c'était un one shot, le Halloween 2018, voilà, hein, clairement, c'est possible. Donc vous voyez, je suis en train de faire des comparaisons avec des films qui n'ont rien à voir, mais c'est la même intention de cinéma. Déterrer un vieux concept et en faire une version moderne. Donc c'est pour ça, hein, pour moi, Halloween 2018, West Side Story 2021 du coup, et Top Gun Maverick 2022, voilà, c'est ça, c'est le même objectif, la même intention de production et de réalisation, voilà, c'est le même projet, quoi. Donc écoutez, vraiment, oui, on passe un bon moment, c'est à couper le souffle, ça fait du bien aussi voilà, de voir aussi un peu de divertissement populaire et bien fait. Écoutez, voilà, hein, ça va peut-être pas plus loin, mais voilà, ça fait du bien. Moi, je sais que le Steelbook, dès qu'il sort en Blu-ray, à mon avis, voilà, ça va pas traîner, parce que ouais, ça fait du bien. C'est pas un plaisir coupable, ça devrait pas être un plaisir coupable, quoi. C'est fun, ça fait du bien, on a envie aussi de ce cinéma-là, on en a besoin. On a besoin de tous les types de cinéma, de moment que c'est bien fait. C'est tout ce qu'on demande finalement à un bon film, hein. Voilà, c'est tout, hein, d'être bien fait, d'avoir une bonne intention et de respecter surtout le postulat de départ, voilà. Donc voilà, cette tête brûlée qui est Maverick et qui arrive comment dirais-je, oui, à transmettre en fait son savoir et en même temps avec ce côté héroïque qui est beaucoup plus développé sur cet épisode-là. Écoutez, ouais, non, ça fonctionne, vraiment. Et voilà. Encore une fois, je me répète, mais vous allez avoir quand même des clins d'œil. Là, pour ceux qui ont envie d'un peu de fanservice, hein, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont très très fans du premier, je vous rassure, il y aura évidemment du fanservice, mais il sera surtout sur des côtés visuels, du style la typo du générique au début, mais je n'en dis pas plus, l'intro, voilà, ça va être sur des éléments comme ça. Par contre, voilà, il n'y aura pas de surenchère sur ces clins d'œil. Et c'est ça que je tiens à souligner, c'est que c'est très fort, c'est que les clins d'œil, quand ils sont là, c'est pour la compréhension de l'histoire en cours sur ce nouvel opus. Ce qui est quand même nettement différent, je tiens à préciser, qu'un Matrix Resurrections où toutes les 2 secondes, on joue sur le côté méta, sur le côté on vous rebalance toutes les 2 secondes, au cas où vous n'avez pas compris qui est quoi, etc. Des séquences anciennes, mais constamment, à outrance en fait. Hein, là non, c'est vraiment bien dosé. Tout ce qu'il faut pour qu'on comprenne, qu'on suive l'émotion, pourquoi il est dans cet état-là, le personnage, etc., à quoi il pense, c'est simplement pour ça. Voilà, donc c'est beaucoup moins poussif et gratuit que dans Matrix Resurrections, vraiment. Hein. C'est beaucoup plus subtil, voilà. Donc, donc écoutez, voilà. Mon avis sur Top Gun Maverick, écoutez, ça fait du bien, ça se voit en famille, ça se voit en couple, je sais pas, mais ça fait du bien de voir un peu un cinéma popcorn qualitatif. Écoutez, voilà, hein, faut pas bouder son plaisir, ça fait du bien aussi ce type de cinéma. Allez, un petit peu de sensation forte aussi de temps en temps. Voilà, écoutez, je vous recommande Top Gun Maverick, faites-vous plaisir, allez-y entre amis, en famille, en couple, comme vous voulez, mais passez un bon moment et surtout n'oubliez pas le popcorn. Changement d'ambiance radical à présent, puisque je vais revenir sur le nouveau film de David Cronenberg, Les Crimes du Futur, Crime of the Future, rien à voir avec son film des années 70. Cette fois-ci, donc, Cronenberg revient à ses premiers amours en termes de thématique, hein, on peut le dire, avec notamment ce rapport au corps, évidemment, qui est constant dans sa filmographie, ce rapport à la sexualité, hein, c'est-à-dire cette douleur versus plaisir. C'est vraiment toutes ces thématiques, le côté aussi réel versus irréel, enfin tout ça, qui revient donc dans ce nouveau film, dans lequel Viggo Mortensen incarne donc un performeur dont les organes sont constamment en train de muter, d'évoluer, il se découvre des nouveaux organes, et donc, avec son assistante Léa Seydoux, ils se donnent en spectacle, là, ils font des autopsies en public, hein. Voilà, peut-être que dans un futur proche, ça se fera, justement, on ne sait pas trop à quelle époque on se situe. Donc voilà, ils se donnent en spectacle en faisant des autopsies, des scarifications, etc. Donc oui, un peu curieux, mais on est chez Cronenberg, hein, jusqu'ici tout va bien.
Nous avons une scène d'introduction, on voit en fait un petit enfant en fait, qui cherche du plastique à tout prix. En fait, il mange une poubelle en plastique, il mange des choses clairement en plastique. Il a une espèce de bave blanche comme ça qui sort comme ça. Et donc voilà, un peu curieux, on se dit qu'est-ce que c'est que voilà, que ce petit garçon qui mange du plastique, c'est un peu curieux. Et donc sa mère, qui ne supporte plus en fait de voir son fils eh bien, devenir une espèce de monstre, eh bien, voilà, va faire quelque chose de très grave. Mais je n'en dis pas plus, c'est vrai que ça a un peu spoilé, mais il va être question, vous verrez, l'intrigue hein, un peu du film, ça va être la grande question, est-ce qu'il va falloir aller toujours plus loin en fait dans les expériences gore, violentes, ces autopsies, ces scarifications, parce que, comme le dit Léa Seydoux dans le film, hein, à la base, c'est surtout pour véhiculer un message, si on commence après à aller dans quelque chose de beaucoup trop violent et d'aller dans des extrêmes, on risque de passer pour autre chose, quoi, que des artistes, quoi, c'est-à-dire en gros des meurtriers, etc. Donc voilà, je n'en dis pas plus parce qu'après ça risque de spoiler. Comment dirais-je je trouve ça personnellement un peu fumeux hein, sur le message, clairement. Je trouve qu'il a été beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil en fait dans sa manière de véhiculer des messages dans les années 70, 80 et notamment 90 aussi. Là, on est sur quelque chose de très didactique, surexplicatif à mon goût. C'est-à-dire que, en fait, on sent qu'il fait des clins d'œil à ses anciens films, notamment Vidéodrome avec cette télévision où c'est noté « Body is reality ». D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est presque l'inverse justement dans Vidéodrome, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est pas forcément le corps la réalité, on nous fait comprendre qu'en fait le corps va devenir télévisuel, va devenir image. C'était ce qui était d'ailleurs formidable dans Vidéodrome, hein, c'est que comment faire un film qui anticipe autant le monde d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire vraiment où tout n'est question que d'écran, de communication, enfin de rapport humain à travers des écrans, sur smartphone, sur voilà. Donc tout se passe, hein, la vie se passe derrière un écran. Hein, c'est quand même un petit peu ce qu'il a réussi à anticiper. Donc c'était très fort, hein, mais c'était pas surexplicatif. Vous voyez, on comprenait par nous-mêmes, on n'avait pas besoin qu'on nous explique toutes les séquences du film, on comprend très bien tout seul. Là, les personnages ont tendance à surexpliquer, et puis même quand ils expliquent, on se demande si vraiment du coup on comprend ce qu'on est censé comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce corps obsolescent, enfin, qui devient obsolète. Il se pose cette question-là. Est-ce que les êtres humains sont devenus obsolètes? Est-ce que finalement ils vont pas muter pour devenir autre chose? Bon voilà, ok, très bien, bon, ok, pourquoi pas. Voilà, donc ça donne lieu à toutes sortes de scènes farfelues. On voit donc un performeur danseur qui essaie justement de faire concurrence en fait à Viggo Mortensen en créant un autre spectacle où il a des oreilles greffées partout sur le corps. Et donc il danse comme ça avec toutes ses oreilles. C'est un peu curieux quoi, comme film quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu, il y a un côté un peu esbrouf malheureusement sur ce nouveau film. C'est dommage parce qu'avant il avait vraiment, il y avait un vrai message et là je trouve que c'est juste un peu provoquer pour provoquer, mais derrière il reste pas grand-chose quoi. C'est-à-dire que les thématiques qu'il a abordées, les problématiques autour du corps, de la douleur, du plaisir en fait à se scarifier, tout ça, il l'a déjà fait avant, et il avait fait de manière beaucoup plus subtile et intéressante en fait. Là, c'est vraiment... c'est des discussions un peu de comptoir finalement, c'est-à-dire ces personnages qui discutent en se posant plein de questions existentielles. Bon, c'est intéressant, hein, 2 minutes, mais par contre, à aucun moment, c'est vraiment traité. C'est-à-dire qu'on vous évoque des problématiques, mais par contre, Cronenberg, je trouve qu'il se mouille pas trop, finalement, sur son point de vue, vis-à-vis du corps, de cette mutation, où l'être humain va peut-être finir par manger du plastique parce qu'il n'y aura rien de consommable. Peut-être que c'est ça qu'il veut nous dire, hein, je dis pas, il y a peut-être à intellectualiser derrière. Mais du coup, vu qu'il essaye de nous emmener vers une piste, on ne sait pas si c'est la bonne d'ailleurs, en fait, il y a un côté en fait, où, comme c'est vachement didactique, ça intellectualise, même peut-être ça surintellectualise en fait, les séquences du film. C'est-à-dire qu'à la fin, je me suis dit, autant voir Titane de Julia Ducournau et ce sera plus intéressant. C'est-à-dire quitte à faire voilà, un film très très didactique sur le corps, etc., et je pense que finalement,
Bah aujourd'hui, Ducournau, d'ailleurs qui s'inspire énormément de Cronenberg, hein, évidemment, elle s'est nourrie avec Cronenberg, on le sent, et ben je trouve que, voilà, elle arrive à se démarquer. Je trouve que Cronenberg, justement, je pense pas forcément... Je pense qu'il a tout dit, en fait. Et donc ce nouveau film n'apporte rien de nouveau sous le soleil, qu'on comprend les clins d'œil à ses anciens films, il n'y a pas de problème, hein, c'est clairement des thématiques de Cronenberg, mais par contre, je ne sais pas ce qu'il raconte sur ce nouveau film. Franchement, c'est pas une question de pas comprendre, parce que vous savez, parfois il y a des films fascinants, vous avez votre propre lecture des événements, et ça peut très bien marcher sans connaître vraiment l'intention du cinéaste, en tout cas son point de vue vis-à-vis de son film, quoi, ou ce qu'il a voulu dire, etc. C'est libre d'interprétation, il y a beaucoup de films qui sont libres d'interprétation. Mais là, c'est simplement du coup que je trouve qu'il y a un côté esbrouf, quoi. On va pas me faire croire qu'il y a vraiment un vrai message. En plus, j'ai trouvé de la gratuité, alors qu'avant, vous voyez, Crash, oui, vous avez du sexe, oui, vous avez de la violence. Mais c'est normal, puisque c'est le thème du film. C'est-à-dire un couple qui est en perte de libido et qui finalement va arriver à des mesures extrêmes pour retrouver du plaisir. Mais c'est vachement intéressant. Et c'est traité, le sujet est traité. Ils rejoignent un groupe pour pouvoir justement continuer à devenir des accidentés de la route qui prennent du plaisir comme ça constamment avec des crashs de voitures. Voilà, ok, on comprend. Voilà, on comprend, c'est très bien amené, etc. Là, ok, donc en fait, l'autopsie, c'est un art. La chirurgie, c'est le nouveau sexe, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, le fait de se charcuter le visage, c'est devenu en fait un nouveau plaisir. Bon, alors ok, peut-être. Peut-être que ça, c'est d'ailleurs ce qui est le thème évoqué peut-être le plus intéressant, s'il avait été traité. Honnêtement, je trouve que Nicolas Winding Refn a fait nettement mieux avec son Neon Demon, hein. C'est-à-dire vraiment, dans ce cas-là, infiltrer le milieu du mannequinat en disant que voilà, faut toujours être la plus belle, la plus jeune, la plus ceci, la plus cela. Bon, il y a d'autres cinéastes qui l'ont traité, ce sujet-là. Alors évidemment, là, c'est en version body horror, on nous fait comprendre que ça va trop loin, parce que la mannequin finit par aimer tellement sa différence, donc elle se charcute de plus en plus. Ok, c'est intéressant. Mais in fine, vous voyez, il y a des personnages qui sont totalement à l'abandon. Enfin, Kristen Stewart, en fait, c'est pareil, c'est vachement explicatif, quoi. La relation, il y a une scène, en fait, majeure. La scène de Kristen Stewart avec Viggo Mortensen, vous verrez dans le film si vous le voyez, en fait, est pareil, très explicatif pour dire pourquoi je suis attiré par toi, ben, je vais te l'expliquer. Mais surtout pour que le spectateur comprenne. On comprend, évidemment, parce qu'elle travaille dans un bureau de recensement des nouveaux organes. Bon, tout est pas... Enfin, comment dirais-je? Il n'y a pas grand-chose de crédible, hein, de toute manière, mais ça a toujours été le cas dans les films de Cronenberg. Voilà, il n'y a pas toujours eu un degré de crédibilité formidable, mais il y avait toujours des messages forts, etc. Mais là, je trouve que les messages se répètent. Voilà, je trouve qu'ils se répètent. Il n'arrive pas à amener, à traiter d'une nouvelle manière, d'une manière 2022, j'ai envie de dire, vraiment son sujet. Qu'est-ce qu'il a de plus à dire à part l'image qui a changé, oui, alors voilà, en termes de cinéma, l'image a changé. Mais and so what, quoi. Le truc, c'est ça, c'est and so what à la fin, quoi. C'est... Ouais, je vous dis, la seule intrigue, c'est qu'en fait, ils se demandent si ils vont vraiment réaliser leur nouveau projet de spectacle, parce que ça va trop loin et que ça peut... voilà, qu'il ne faut pas non plus tomber dans des extrêmes. Ok, très bien. Mais c'est la seule petite critique, vous voyez. Évidemment, de ne pas aller trop loin, on a très bien compris, dans les autopsies comme ça, spectacle en public, évidemment, oui, déjà de base, c'est très curieux, donc oui. Pourquoi aller plus loin? Enfin, je sais pas. C'est très très curieux, très très curieux. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment... c'est même pas une question que ce soit clair. Moi, je m'en fiche. Il y a des films qui sont pas clairs, vraiment tout à fait sur leurs intentions, mais qui laissent des traces parce que il y a quand même, en termes de mise en scène et de traitement du sujet, ils vous donnent des pistes fortes, en fait. Vous voyez, Under the Skin de Jonathan Glazer, c'est ça, hein. Je pense qu'il y en a plein qui peuvent être paumés. Moi, le premier, d'ailleurs, à la première lecture, j'avais pas tout saisi, etc. En plus, on peut avoir sa propre lecture des faits, etc.
Donc, vous voyez, des films comme ça, clairement, bien sûr, moi je suis le premier à les adorer en plus, hein, parce que vraiment c'est du cinéma, on va dire, brut, hein. Il y a un côté très arrêt-essai, presque, hein, on est vraiment à la limite, hein, mais il y a suffisamment pour que ça tombe pas non plus dans le arrêt-essai, que ça finisse dans un musée, hein, vous voyez, avec des installations vidéo, vous déplacez comme ça. Voilà, on est à la limite, hein, bien sûr, parce que sinon, on tombe chez Veracitacul avec Memoria, vous voyez, donc vous connaissez mon avis sur ce film, voilà. Donc voilà, je pense que c'est pas aussi fumeux qu'un Memoria, évidemment, il y a des thématiques, mais quand on a déjà vu du Cronenberg, bon, voilà, quand vous avez vu 3-4 films de Cronenberg et vous allez voir Les Crimes du futur, bah ouais, vous risquez d'être un peu déçu en fait, parce que je pense que clairement, il est plus aussi inspiré qu'avant, quoi. Je veux dire, ouais, c'est moins bien amené, son sujet est moins bien amené, on croit pas vraiment à toutes les situations, c'est vraiment fumeux. Moi, je veux bien qu'on surintellectualise ce film, hein. Par la suite, il y aura peut-être des très très bonnes analyses qui seront faites. Moi, je vois pas grand-chose, ça m'a pas... Après, c'est très personnel peut-être, mais ça m'a pas plus parlé que ça. Il y a tellement, tous les anciens, la plupart des films que j'ai vus, je n'ai pas vu, hein, la liste n'est pas exhaustive de ce que j'ai vu de Cronenberg, mais la plupart de ce que j'ai vu, à chaque fois, le sujet était traité, quoi, qu'on aime ou pas son style, son côté un peu provocateur, hein, bien sûr, hein, sur cette violence à l'écran, etc. Mais là, non, soit je passe complètement à côté, je sais pas, d'un truc, je suis passé à côté de ce film, je l'ai vu, mais je suis passé à côté du concept, de ce qu'il y avait à en retenir, en fait. Mais non, j'ai pas vu, vous voyez, comme certaines œuvres contemporaines, en peinture, etc., j'ai pas vu la chose, vous voyez, je suis devant l'œuvre, là, comme si c'était un grand tableau, je suis devant, je dis, ok, il y a une proposition, mais je vois pas le truc. Ouais, c'est vraiment mon sentiment. Donc, ouais, je sais pas. J'espère que lui avait quand même un peu une idée de son intention de départ. Mais ouais, non, il était tellement plus inspiré avant. Alors, je dis pas, hein, Map to the Star, c'était son avant-dernier film, du coup. Ouais, ouais, il y a eu un temps énorme avant qu'il refasse du cinéma, et c'est vrai que, bon, à partir de Map to the Star, c'est vrai que j'avais moins... Je commençais à tiquer un peu, déjà. Mais là, j'étais un peu rassuré, si vous voulez, parce que je voyais un peu tous les ingrédients dans la bande-annonce qui faisaient un film de Cronenberg. Je dis, ah, ça peut être intéressant. Et en fait, oui, il y a un côté film synthèse de son cinéma. Oui, parce que on comprend que c'est peut-être ça l'intention, en fait. Mais cette synthèse, du coup, bah, donne qu'une seule envie, en fait, c'est de se replonger dans les anciens, quoi, pour aller voir ce qu'on a loupé, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Voilà, donc finalement, c'est le seul intérêt, c'est de refaire parler de Cronenberg, ce qui est bien, hein, mais le film en lui-même, du coup, c'est plus chez Ducournau qu'il faut aller se tourner dans ce cas-là, pour avoir une espèce de Cronenberg 2.0, si j'ose dire. Bon, bah clairement, oui, du coup, je préfère vraiment voir ce que fait Ducournau, parce qu'elle a une proposition actuelle, voilà, donc je sais pas si c'est pareil pour vous. N'hésitez pas, hein, dans les commentaires à réagir, hein, le but aussi de ces vidéos, c'est justement d'avoir un débat, mais vraiment là, ouais, je suis... Les thèmes sont intéressants, bon, il suffit de les traiter, quoi. Voilà, c'est tout. Non, payez pas votre place pour les crimes du futur, voilà. Donc écoutez, ce sera tout donc pour mes critiques de Top Gun Maverick et des crimes du futur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. Et pour les nouveaux arrivants, bah écoutez, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire qui fait chaud au cœur ou tout simplement, eh bien pour continuer le débat, hein, le but de cette chaîne c'est de débattre des films actuellement en salle. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur les films dont je parle dans mes vidéos. Voilà, et puis écoutez, eh bien, le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, hein, voilà, pour les nouveaux arrivants, eh bien écoutez, c'est par un abonnement, hein, donc un petit clic suffit, hein, vous cliquez sur s'abonner, et voilà, c'est tout simple, hein, un petit clic pour soutenir cette chaîne. Donc je vous remercie pour votre fidélité,
Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!